Bonjour tout le monde, bienvenue à cette émission spéciale avec l'équipe de Le Monde du hockey par oblique NHL News. Aujourd'hui, émission spéciale en vue des séries éliminatoires dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Et oui, c'est maintenant l'heure les séries de la LHJMQ qui se mettent en branle très, très, très prochainement. Pour jaser de tout ça, on est accompagné de Charles Boisvert et de Will Suarez-Laplante. Messieurs, bonsoir, comment allez-vous? Ah Bonsoir, ben, bonsoir, ça va très bien. Yes, sir, ça va bien moi aussi. Je suis content qu'on fasse cette émission-là aujourd'hui. On couvre beaucoup de Canadiens de la Ligue nationale, mais ce soir, on fait changement au niveau dans l'hockey junior. On sait que la Ligue junior de l'Ontario, pas de saison. La Ligue junior de l'Ouest, on a fait quelques matchs de saison, même on annule les séries. La Coupe Mémoriale est annulée, mais au Québec, on se force à jouer au hockey, puis j'adore ça. Il y aura une Coupe du Président, du moins, si la situation COVID déborde pas. Donc, pour jaser de tout ça, voilà. On va y voir tout de suite Boisvert, parce que là, il y a des complications déjà là, dans les maritimes, au Nouveau-Brunswick. Explique tout ça, parce que c'est pas facile à comprendre. Ouais, ben dans le fond, il faut savoir que dès le début de la saison, le Québec a été séparé des Maritimes. Fait que ce qui se passe, c'est que des Maritimes, ils ont toujours joué entre eux toute la saison. Mais encore là, faut pas oublier que dans les Maritimes, il y a trois provinces, soit l'île du Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse, qui a trois gouvernements provinciaux qui ont des règles sanitaires différentes qui permettent pas nécessairement le voyagement entre provinces comme ça l'a fait pendant la deuxième vague. Je pense que le Nouveau-Brunswick ont toujours joué entre eux, ou presque. Là, je pense que, comme par exemple, les Islanders de Charlottetown ont joué un total de six matchs contre des équipes au Nouveau-Brunswick. Sinon, le reste, ils ont joué contre des équipes de la Nouvelle-Écosse. Mais là, le problème pour les séries, c'est la Nouvelle-Écosse. Qu'est-ce qui se passe en Nouvelle-Écosse? Je ne sais pas, mais le gouvernement a décidé de ne pas permettre les séries dans les maritimes comme c'était prévu dans le format des séries qui avait été annoncé là, peu de temps, je pense que c'était peu de temps après les fêtes là, qu'on a officialisé là, le format des séries. Et qu'est-ce que ça fait en sorte? Ben, c'est que dans la LHMQ, il y a deux équipes qui sont en Nouvelle-Écosse, soit les Screaming Eagles les Eagles du Cap-Breton, j'ai dit Screaming, je m'excuse, les Eagles du Cap-Breton et les Mooseheads d'Halifax. Donc, en raison, je pense qu'il y avait annoncé que les déplacements interprovinces n'étaient pas permis jusqu'au milieu du mois de mai ou quelque chose de même. Fait que là, la LHMQ s'est dit c'est incroyable, on ne peut pas attendre jusqu'à mi-mai pour repartir les séries dans les maritimes. Et en plus de ça, les deux équipes nommées Cap-Breton et Halifax sont des équipes qui n'ont pas connu d'excellentes saisons. Donc, la LHMQ a décidé de pas d'excellente saison dans le style. Si, mettons, on avait pris les 6 équipes des Maritimes, je pense que Halifax aurait été 4e puis Cap-Breton 6e. Fait que c'est pas super. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont décidé d'exclure ces deux équipes des séries. Donc, c'est malheureux pour eux. Comme à chaque année, il y a deux équipes dans la LHMQ qui ne font pas les séries. Et là, toutes les équipes étaient supposées les faire. Mais bon, on est comme revenu à la normale un peu, mais pas pantoute. Ouais. On est, je sais pas pourquoi je me suis perdu en disant ça, là. Mais bref, tout ça pour dire que la saison des Mooseheads et des Eagles est terminée. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que dans la division maritime, on a une équipe qui s'appelle les Islanders de Charlottetown qui a complètement dominé tout le monde. Ils ont gagné la saison régulière en terminant au premier rang là, de toute la ligue, là, non seulement en termes du nombre de points, mais également en termes de pourcentage de points, ce qui nous intéresse dans cette saison bizarre qu'est la saison 2020-2021. Et la LHMQ a décidé de reporter encore une fois le plus possible les déplacements interprovinces. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est que les trois équipes du Nouveau-Brunswick vont jouer un tournoi à la ronde de 6 matchs par équipe. Donc, par exemple, chaque équipe va jouer trois fois contre les deux autres. Donc, si je suis les Wildcats de Moncton, je vais jouer trois fois contre les Sea Dogs de Saint John et trois fois contre le Titan d'Acadie Bathurst. Et à la fin, il va y avoir un classement suite à ce tournoi à la ronde. Et l'équipe en première position de ce classement va aller rejoindre les Islanders de Charlottetown. Je ne sais pas si la série, ça va être un 3-5 ou un 4-7, mais l'équipe gagnante de ce tournoi à la ronde va affronter les Islanders de Charlottetown et le gagnant de cette série-là, donc entre les Islanders de Charlottetown et la meilleure équipe du Nouveau-Brunswick, va aller en demi-finale de la LHJMQ.
et va rejoindre à ce moment-là des équipes, là, 3 équipes du Québec qui vont avoir gagné leurs 2 premières séries. C'est si bien expliqué. Merci beaucoup, Charles. Parce que Ouais, même moi, j'ai pris quelques Ouais. détours, mais Mais c'est correct, j'aurais pas ouais. pu faire mieux. Écoute, j'avais assez de misère à me l'imaginer dans ma tête. Donc, tu as fait un super boulot. Merci pour ça. De notre côté, les boys, on va se tourner vers les séries du Québec. On sait que ça va être des séries 3 de Ouais. 5. Alors, du moins pour la première ronde, pour raccourcir un petit peu le tout. On débute avec le premier duel. Le premier affrontement en ces séries éliminatoires au Québec. Duel à allure inégale, je vais le dire comme ça. C'est les Foreurs de Val-d'Or qui affronteront le Drakkar de Bécomo. Donc, pas besoin de dire les chiffres, on le sait. Mais on va aller pour nos prédictions, puis on va débattre un petit peu sur la série. Quoi qu'il n'y a pas grand-chose à débattre, mais on va y aller avec nos impressions. Peut-être tout d'abord, Will, qu'est-ce que tu penses de cette série-là, Foreur Drakkar? Ben, comme d'habitude, je pense que c'est vraiment une série qui va être 100% du côté des Foreurs. On voit déjà l'alignement de feu qu'ils ont fait durant cet été et durant les transactions cet hiver. Ils ont été en feu durant tout ce temps-là. Puis on l'a vu après les fights, ils ont été totalement dominants. Un début de saison un peu difficile quand même, on l'a vu pour les Foreurs, mais ils sont de retour sur le bon step, on peut le dire. Là. Puis moi, je pense que c'est même pas une question, ça va être un sweep de trois victoires du côté des Foreurs, puis ça va finir là, c'est sûr, la saison du Drakkar. C'est intéressant, le Drakkar de Bécomo qui a gagné seulement 8 matchs cette saison, comparé aux Foreurs qui ont gagné 29 matchs de leurs 36. On voit que la force de frappe est assez différente, merci. Puis le Drakkar, dans leurs 10 derniers matchs, je pense qu'ils n'ont pas de victoire, ou peut-être une, mais en prolongation, donc même pas la régulière. Donc, ça va rester à voir, mais le Drakkar n'aura pas une partie de plaisir face aux Foreurs. Charles, si tu peux y aller, tes impressions pour cette série. Oui, tout à fait. Donc, c'est vraiment 2 équipes là, qui s'en vont dans des directions là, diamétralement opposées. J'ai bien aimé plugger le mot diamétralement. Vraiment, on fait juste regarder là, quelques mouvements du Drakkar de Bécomo là, à la période des fêtes. Leurs 2 meilleurs joueurs, là, sans contredit, Nathan Légaré et Christopher Merisier-Ortiz, qui ont été échangés sous d'autres cieux. Légaré, justement, au Foreur de Val-d'Or, et Merisier-Ortiz qui a pris le chemin de Blainville-Boisbriand. Ce que j'aime du côté du Drakkar, c'est qu'on a plusieurs jeunes joueurs qui vont pouvoir prendre de l'expérience. Je pense à des Isaac Dufort, Andrew Belchamber, Julien Hébert, Émile Chouinard, également Elliott Lavoie, qui vont pouvoir goûter à l'expérience des séries. Ça va être une très courte expérience, à mon avis. Mais quand même, affronter une équipe comme les Foreurs de Val-d'Or, ça peut être bénéfique là, pour les jeunes Drakkar qui pourraient là, remonter comme étant dans les puissances là, de la Ligue d'ici 2 ans. Et rapidement, là, les Foreurs, là, écoute, Jacob Pelletier, Jordan Spence, Nathan Légaré, Justin Robita, Samuel Poulain. Puis Maxime Karkovic également, c'est toute une force de frappe. Pour ne nommer que ceux-là. Hein. Ouais, c'est ça. On aurait pu continuer. Là. Le meilleur pointeur du Drakkar de Bécomo de cette saison, c'est Brandon Frattaroli avec 29 points. Ouais. Et ce Justin Ducharme a eu 29 points aussi. Et tous les joueurs que j'ai nommés là, ont eu plus que 29 points ou, dans le cas de Karkovic, se dirigeait vers une saison de plus de 29 points. Lui qui a joué seulement 12 matchs cette saison étant un Européen. Mais bref, en plus, devant le filet, là, les Foreurs ont un excellent gardien en Jonathan Lemieux. Donc, écoute, cette équipe-là a tout ce qu'il faut pour non seulement passer au travers le Drakkar, mais également aspirer aux grands honneurs. Parce que Pascal Déhout a fait des très gros mouvements dans une saison pandémique et ça doit rapporter. Parce que cette équipe-là n'a plus vraiment d'avenir et doit compter sur peut-être une vente là, de Justin Robida cet été ou l'an prochain pour regarnir sa banque de choix au repêchage, puisque l'an prochain, ce ne sera plus les mêmes Foreurs, fait qu'ils n'ont pas le choix de gagner. Tu as tout à fait raison. Puis, je vais-tu la prédiction de suite? Non, je vais y revenir à ça. Ce que je veux dire, c'est qu'à l'inverse, du côté du Drakkar, on ne l'a pas caché, c'est un virage jeunesse qu'on a fait. Oui. J'ai envie de dire qu'ils ont des valeureux guerriers dans leur alignement. Quoique les joueurs sont jeunes, c'est des gars qui vont tout laisser sur la patinoire. Ils le savent qu'il leur reste peut-être 3, peut-être 4 matchs. On reviendra à nos prédictions dans quelques secondes. Mais bref, tout ça pour dire que c'est une série à allure inégale, comme je le disais. Puis les Foreurs ne peuvent pas se permettre d'échapper cette série-là. Parce que même, j'ai envie de te dire, ils ne peuvent pas se permettre d'échapper la Coupe du Président. Fait que ça te donne une idée. Là. Ouais, donc, puis en plus de ça, les Foreurs rentrent dans un air d'aller. Tantôt, je parlais de la difficile séquence du Drakkar en fin de saison. Je veux dire, c'est ça. Donc, je pense qu'on s'entend. Foreurs en 3 pour cette série-là, messieurs. Oui. Rien à débattre. Excellent. Je me tourne vers la série
entre les Saguenay-Chicoutimi et le Phoenix de Sherbrooke, que je veux vos impressions, peut-être débutant encore là avec Will. Bon, comme aussi, Saguenay et le Phoenix ont été les deux grosses forces dans les dernières saisons. Sauf cette année, le Phoenix ont connu pas mal leur pire saison depuis quelques temps. On le sait, on a fini dans le bas du classement. Puis je pense que je me rappelais, au mois de février, ils sont encore avec une fiche de 5 victoires. Ça faisait mal, là, tu le voyais à la fin de la saison. Puis je pense qu'il n'y a pas encore un doute. Tu peux le voir du côté des Saguenay. Ça a été une autre sweep, on peut dire, la même affaire que les Foreurs. Ça a été 3 matchs pratiqués des jeunes aussi du côté du Phoenix. Donc, Will, c'était un balayage en 3 matchs dans Ouais. cette série-là. Excellent. Merci, mon Will, pour les commentaires. Charles, je vais me tourner vers toi, puis pour ça, je vais y aller avec mon opinion personnelle. Excellent. C'est une série qui, à mon avis, va quand même ressembler à la première, à celle entre les Foreurs et le Drakkar, parce que la force de frappe des Saguenayens est excellente. Dawson Mercer, en deuxième moitié de saison, a été inébranlable, a été excellent là, avec, je pense qu'il y a eu 2 tours du chapeau après son retour du Mondial Junior. Hendrix Lapierre, que dire, excellent. Et je pense que c'est le capitaine là-bas, Samuel Hood également, qui a été très, très, très solide devant le filet, un vétéran, Alexis Schenk, qui est vraiment superbe. On a un bon mélange de jeunesse et d'expérience. Ben, encore là, tout est relatif au niveau junior, mais quand même, on a des gros bonhommes comme Louis Crevier à la défense, Artemi Kniadzev également, qui est un Européen qui est arrivé, qui a fait du grand bien au Saguenay. Là, 18 points en 14 matchs pour un défenseur. Artemi Kniadzev, vraiment un nom à retenir là, dans ces séries. Également, ben, l'ancien rempart Pierre-Éric Dubé qui a été très bon avec les Saguenayens en cette deuxième moitié de saison. Donc, les Saguenayens ont vraiment tout ce qu'il faut là, pour aussi, eux aussi, aspirer à se rendre loin. Là. Heureusement pour eux, l'an passé, on craignait, là, ben, dans le fond, l'an passé aurait été sans doute leur grosse année là, avec les Félix Dubois et Harvey Pinard qui étaient là. On réussit à avoir une autre solide équipe cette année. Très bon travail de Yannick Jean. Et ben, la première ronde contre le Phoenix de Sherbrooke. Le Phoenix, à égalité avec le Drakkar, l'équipe avec le moins de victoires cette saison. Joshua Roy a été solide lorsqu'il s'est amené, mais on pense vraiment là, à l'avenir pour le Phoenix de Sherbrooke. Donc, c'est pour ça que on a beaucoup. Je regarde l'alignement, j'ai l'alignement sous mes yeux, puis il y a beaucoup d'astérix là, qui indiquent une recrue dans cet alignement-là. Donc, encore là, comme le Drakkar, les jeunes vont prendre l'expérience. Peut-être que Samuel Lavage là, va réussir à voler des matchs, mais en tout cas, voler des matchs, c'est un gros mot, là, à bien performer devant le filet du Phoenix. Mais je regarde l'alignement et je ne vois pas comment le Phoenix pourrait battre les Saguenay. Il n'y a aucune chance, je pense, que le Phoenix puisse les battre, mais tu en as parlé un peu. Tu vois, les Phoenix sont une équipe jeune, puis dans quelques années, ils vont faire encore peur comme ils ont fait des dernières saisons. Surtout l'an dernier, ils ont fini pour la meilleure équipe dans la Ligue canadienne de hockey. Mais c'est sûr que dans quelques années, le Phoenix va être une équipe qui va frapper fort, je trouve. Vous parlez de l'an passé, on met une série entre les Saguenayens de Chicoutimi et le Phoenix de Sherbrooke il y a un an, jour pour jour. C'est palpitant, là. C'est palpitant. C'est sûr. C'est ça. Mais aujourd'hui, ça l'est un petit peu moins, mais bref, on comprend la situation. Charles, ta prédiction? Je vais aller avec les Saguenayens de Chicoutimi en 3 matchs. Un autre balayage. OK. Moi, j'en donne une à Sherbrooke. OK. Je vais avec les Sags en 4. Puis, vous me direz ce que vous voudrez, là, mais en tout cas, je n'ai pas été impressionné par les Saguenayens de Chicoutimi cette saison. Contre les remparts, ils ont bien performé. Alexis Schenk faisait les arrêts. Il est assez incroyable, merci, devant son filet. Mais je pense que Samuel Lavage est capable de faire une bonne part du boulot. Puis j'en donne une. Parce que c'est des valeureux guerriers encore là. Du côté de Sherbrooke. Qui sont bien dirigés également. Je pense pas qu'ils ont les atouts nécessaires, mais pour rendre ça excitant, je pense qu'ils vont en chercher une dans cette série. Je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'ils ont quand même des forces pour en chercher au moins une cette année. Puis je pense que ça va vraiment aider pour. On en parle depuis du Phoenix. Là. Je pense que leur plan, eux autres, c'est basé sur le futur. Puis juste avoir l'expérience en séries éliminatoires va les aider grandement, je pense, cette saison. Puis au moins une victoire, ça peut vraiment faire du bien, je trouve, à la formation de Sherbrooke. Oui, tout à fait. Je me tourne vers la série entre les Cataractes de Shawinigan et l'Océanique de Rimouski. Ça me fait bien rire parce que j'ai la calotte de l'Océanique. Mais bref, je veux vous entendre sur cette série-là. Peut-être débuter avec Charles cette fois-ci, mais vraiment, c'est une série qui s'annonce enlevante. Pourquoi je dis ça? Les Knicks ont connu une bonne fin de saison.
Il travaille fort en passant les troupiers de Serge Beausoleil. Puis du côté des Cataractes, on a fait des acquisitions importantes. Je pense qu'on ne peut pas vraiment perdre cette série-là, mais j'ai hâte de vous entendre, ça promet. Charles. Ouais. Ben, le Scénic, Serge Beausoleil a quand même annoncé là, des intentions qui étaient assez, je dirais, indicatrices lors de la période des transactions. Justin Bergeron est parti, Andrew Coxell est parti, un vétéran très apprécié, là, Michael Martel est parti également, le jeune défenseur là, tellement talentueux, Isaac Béliveau est parti également. Donc, pour rentrer des joueurs plus jeunes dans l'alignement, comme des Xavier Cormier, des Alex Drover également, des Tyson Hinds. Mais l'affaire, c'est que ces joueurs-là sont arrivés en deuxième moitié de saison avec le Sanic et ils ont été incroyables. Xavier Cormier, 28 points en 23 matchs avec le Sanic, c'est fou. Charles, on oublie un, là. Dans l'échange, pas du Phoenix, mais des Foreurs, Jérémy Biakou-Aboutuka, il y a une excellente fin de saison, je trouve, avec l'Océanic, ça a été un des très bons joueurs aussi à la fin de saison pour l'Océanic à sa ligne bleue. Oui, puis en plus, on a des bonnes recrues. Là. Jacob Mathieu également qui s'est apporté mon préféré des Chevaliers, a connu des débuts fracassants dans le circuit courto. Oh, oui. Fait que le Scénic a tout ce qu'il faut sur papier pour surprendre. Mais attention, les Cataractes de Shawinigan, on ne parle pas d'une équipe qui est là en touriste. Là. Olivier Nadeau et Maverick Bourque en fin de saison, tous les deux ont été un duo là, inébranlable, un duo tellement dominant sur la patinoire. Xavier Bourgeau, Vasily Ponomarev, qui sont là également, c'est un top 4 offensif, j'ai envie de dire, qui est extrêmement solide. On a amené Justin Bergeron, justement, de l'Océanic, pour de l'expérience, pour venir là, aider justement à être le défenseur numéro 1, j'ai envie de dire, des Cataractes de Shawinigan. On a aussi amené Isaiah Campbell là, qui apporte une très bonne profondeur à la défensive. On a des bons joueurs également de profondeur qui ont de l'expérience dans le circuit courto. Également une bonne combinaison. Le recrue vétéran, encore une fois, je pense aux défenseurs Isaac Ménard et Angus Booth, qui sont tous les deux des excellents jeunes qui vont rester là longtemps, j'espère pour eux là, à Shawinigan. Donc, ça va être sans doute là, une série enlevante, comme tu le dis. Le Scénic ont les outils sur papier pour surprendre, mais attention, les Cataractes ont encore là sur papier une force de frappe qui est très impressionnante. Ouais. Tu parles de force de frappe, puis c'est équilibré. Tu as 3 bons trios pour la troupe de Ron Scholes. C'est au niveau de la profondeur que ça peut faire la différence. Parce que moi, je donne à l'Océanic 2 bons premiers trios, puis c'est des gars qui travaillent très, très fort. Ils ont de la fierté. Puis je le disais, c'est les troupiers de Serge Beausoleil, ils achètent le plan de match à perfection, puis ils ont connu une bonne fin de saison, ils sont sur un air d'aller. Oui. Puis j'ai envie de rajouter, j'ai pas parlé de Zachary Bolduc à l'Océanic. Attention, il va être à surveiller parce que lui, il veut faire écarter les yeux des recruteurs de la LNH. Oh oui, c'est bien dit. Puis, pour sortir en première ronde. Peut-être. Ouais, il est capable. Bon, oui, il est capable. Il est classé le meilleur au Québec. Eh oui. C'est pas le numéro 1 pour les Québécois, bref. Bon, c'est ça. Fait que, tu sais, en son absence, il a manqué quelques matchs en fin de saison, Bolduc, puis c'est le jeune Jacob Mathieu qui t'en parlait tantôt, qui a gradué. Il a pris le centre du premier trio, puis il a connu un dernier week-end d'enfer. Je veux dire, je le trouve très, très bon, puis à 16 ans. Je le vante beaucoup parce que je le connais personnellement, un bon ami, mais tu sais, je veux dire, il va être quand même à surveiller. Il a 16 ans, puis il a bien performé. Lors de voir à 18-19 ans, lui, là. Watch out. Vraiment, non, mais ça m'excite un petit peu parce que c'est un de mes bons amis, mais c'est c'est le genre de joueur qui, mettons, l'an prochain, sur une saison complète, pourrait approcher les 30-40 points. Peut-être ne va pas se faire repêcher dans la LNH à cause que ce ne sera pas des stats très impressionnantes, mais le genre de joueur qui, à 19 ans, 20 ans peut-être, va approcher les 80-90 points et que là, va être un des meilleurs joueurs du circuit. Là. Je pense que ça s'enligne pour ça. Là. Je ne vais pas lui mettre de pression, mais, non, mais... il a l'air d'être capable. Là. Il a du talent en fou. Oui. Du talent, puis c'est pas quelqu'un qui s'assoit sur son talent. Moi, j'en connais malheureusement trop de joueurs qui ont du talent et qui s'assoient là-dessus. Jacob Mathieu, c'est un gamer, c'est un gars qui va tout donner. C'est ça qui fait qui est aussi bon. Puis à 16 ans, là, on aurait cru. Il est arrivé en deuxième moitié de saison dans la LHJNQ, il pratiquait avec les gars midget en début de saison. Serge Beausoleil, il a son meilleur joueur d'absent, puis il ne gêne pas pour le mettre au centre du premier trio dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec en fin de saison. C'est tout à son honneur, chapeau. Je le vante beaucoup. Parce que je le connais, je le répète, mais bref, je suis fier de lui et ça me fait plaisir d'en parler. Will, je me tourne vers toi pour cette série-là. Moi, personnellement, je suis à 100% avec les Cataractes qui l'emportent. Mais moi, c'est sûr que je vais en 5 matchs. Je pense que ça va être une des meilleures séries à regarder. On en a parlé beaucoup à la profondeur des 2 alignements quand même, du côté jeunesse.
On y repense, mais moi, je pense que Maverick Book a vraiment aidé la formation à Ouais. Shawinigan, va vraiment les propulser, puis on le sait, là. Je pense qu'il avait en moyenne à peu près 2 points par match au mois de janvier. Là, de ce que j'en regardais, ça a été incroyable. Il faisait du très beau travail du côté de Cataract. Puis moi, je pense qu'il va amener ça en série éliminatoire pour les aider, c'est sûr. Puis des joueurs comme Vassili Bonaramarev, que Charles a mentionné, qui vont faire du très beau travail, c'est sûr. Mais moi, c'est sûr que je vais avec une victoire de trois victoires en 5 matchs, excuse-moi, pour les Cataractes. Excellent. Je vais y aller, puis après ça, Charles, je vais te laisser conclure pour combien de matchs tu vois ça, cette série-là. Bourque, Bourgault, Nadeau, c'est les gars qui vont faire la différence, selon moi, pour les Cataractes de Shawinigan. Il y a des points d'interrogation devant le filet, de mon côté à moi, à mon humble avis, du côté de Rimouski. C'est peut-être là que ça va jouer. J'ai l'impression que cette série-là va aller à la limite, parce que je vante encore les troupiers de Sage Beau-Soleil. J'aime ça le dire, mais je le fais pareil parce que c'est une équipe qui est excellente à regarder à jouer au hockey. Tyson Hines, Jérémy Biekab, en tout cas, sont mieux d'être en forme parce qu'ils vont avoir du temps de glace énormément. C'est leur meilleur défenseur à Rimouski, puis c'est eux qui vont falloir qu'affrontent les meilleurs joueurs adverses. Bref, j'en donne 2 à l'Océanique, mais je m'attends en 5 matchs comme Will là, pour les Cataractes qui l'emportent. Good. De mon côté, je vais y aller en 4 matchs. J'en donne une à l'Océanique. Les Cataractes qui vont l'emporter, là, vraiment, là, leur top 4 offensif là, est tellement dominant. Les Cataractes de Shawinigan. Et ils devraient passer l'Océanique. Encore là, sans trop de problèmes. Mais ça va être des matchs serrés. Les 4 matchs devraient être des matchs serrés. Ça va être des matchs excitants à regarder parce qu'on a des excellents joueurs des deux côtés. Mais je dois donner l'avantage aux Cataractes. Parfait. On se tourne vers l'autre série, messieurs. Les Tigres de Victoriaville qui affrontent les Huskies de Rouyn-Noranda. Encore là, série 3-5, évidemment. Je vais me tourner vers Will. Qu'est-ce que tu penses de cette série-là? Qui va l'emporter? Moi, je pense que ça va être quand même une excellente série encore à regarder. Je pense que c'est 2 équipes du même calibre, on l'a vu cette année. C'est pas des équipes qui ont fini dans le top, pas dans le bas. Ils ont fini pas mal dans le milieu, on l'a remarqué dans le classement. Mais moi, c'est sûr que je m'attends à avoir une victoire des Tigres. Les Huskies l'ont prouvé dans les dernières années, ont été très, très bons. Mais moi, je pense qu'avec le manque de profondeur, je trouve dans l'aliment quand même cette année. Puis je pense que c'est ce qui va faire remporter les Tigres cette année, c'est sûr, en 100%. Mais je m'attends quand même à une bonne série. Comme j'ai dit, ils sont pareils un peu dans le classement. Donc, j'ai bien hâte de voir. Will dit c'est sûr à 100%. Convaincant. J'adore ça. On a reçu Je Marc-André Bourdon. Oui, ben oui. On a reçu Marc-André Bourdon en invité spécial là, cette semaine sur le podcast. Je rappelle Marc-André Bourdon qui est recruteur en chef et directeur général adjoint. En plus de tout ça, étant donné que Mario Pouliot n'est toujours pas revenu en convalescence pour un malaise cardiaque, mais Marc-André Bourdon est entraîneur adjoint par intérim derrière le banc. Ça fait pas mal de fonctions, mais bref, Pas mal de jobs. Oui, c'est ça. Ouais. Mais, tu sais, il dit ces gars sont prêts, ils ont hâte de jouer au hockey. Puis j'ai l'impression qu'ils vont sortir le couteau entre les dents. Cependant, ils vont être à court de miracles. On est allé chercher Sean Element, Alex Bocage, 2 joueurs qui, en playoff, sont capables d'être des game changers, à mon avis. Tu avais déjà une bonne formation avec Abramov. Nicolas Daigle, moi, c'est un gars que j'aime beaucoup là-bas. Là. Je sais que c'est un ancien chevalier lui aussi, mais bref. Je les aime beaucoup parce que j'ai eu la chance de les voir évoluer, mais déjà 3. Je pense vraiment que les Tigres vont s'en sortir. Je vais même y aller en 3 matchs. Je vois un balayage dans cette série-là. C'est mon avis. Je me tourne vers Charles. Good. Je suis d'accord avec toi, James. Un balayage de mon côté également pour les Tigres de Victoriaville. Cette équipe-là a une force de frappe offensive là, tellement présente. Sean Element, écoute, c'est complètement fou. Là. Le gars, il est dominant. Ça n'a pas de bon sens. Mihail Abramov, Alex Bocage, c'est des joueurs qui sont solides dans le circuit courto puis qui vont être très, très forts dans la Ligue américaine ou dans la LNH dans quelques années. C'est des joueurs avec d'excellents potentiels. On a également ajouté là, Benjamin Tardif à cette équipe-là qui est un excellent joueur, un ancien du Phoenix de Sherbrooke. Nicolas Daigle, tu l'as nommé, Connor Frenette également. Pas oublier là, Brooklyn Kalmikov, un joueur là, qui a un nom qui est vraiment hot. Ceci dit en pensant. Mais ça qui est... il peut te marquer des gros buts. Là. C'est un joueur, un gros joueur avec une bonne vitesse. Donc, ne pas sous-estimer Brooklyn Kalmikov dans toute cette équipe. C'est un joueur de 3e trio de luxe, j'ai envie de dire, parce qu'il joue sur un 3e trio avec les Tigres, parce que cette équipe-là a tellement de bons joueurs.
Puis je regarde Rwanda, on est allé chercher un excellent vétéran en Édouard Saint-Laurent pendant la période des fêtes. Mais je regarde cette équipe-là, puis je vois vraiment pas comment ils pourraient gagner contre une équipe comme les Tigres de Victoriaville. On a des bons jeunes encore là. Beaucoup de joueurs là, avec l'Astérix là, sur le site de la LHGMQ. Des Donovan Arsenault, des Marc-Antoine Séguin, Dylan Gill également, qui a été leur premier show au dernier affichage. Cette équipe-là a de l'avenir, les Huskies de Rwanda. Et c'est toujours les champions en titre de la Coupe Memorial. Tu as tout à fait raison. Ils vont conserver leur titre parce qu'il n'y en aura pas cette saison. Donc, entre moi et Charles, on y va en 3 pour les Tigres. De ton côté, Will, en combien de matchs tu vois ça et est-ce que tu prends les félins? Moi, je vais encore avec les Tigres, c'est sûr, mais je donne quand même une victoire du côté des Huskies. Comme j'ai dit tantôt, je pense que ça va être quand même une bonne série. Moi, j'ai hâte de voir. Ça va ressembler un peu dans le moule, on peut dire, de la série entre l'Océanique et le Carac. Donc, mais c'est sûr que je vais avec une seule victoire du côté des Huskies. Excellent. Là, on arrive, puis il en reste juste 2 séries, mais une que j'apprécie particulièrement. L'Armada de Blainville-Beaubriand, dans une série métacomprise avec les Olympiques de Gatineau. Ben là, tu veux dire qu'il y en a 2 que tu apprécies particulièrement parce que l'autre, c'est les Remparts. Oui, tout à fait, t'as raison. Mais oui, t'as raison. Puis toutes les séries, je vais les aimer. J'ai l'impression que je trippe à soir en parlant d'hockey junior. Yes, mais on adore. Bref, Armada Olympique, l'Armada ne peut pas se permettre d'échapper ça parce que ça serait un échec total. Oui. Puis les Olympiques, oui, sont jeunes, mais combien ils sont bons, pour moi, c'est effrayant. J'ai vraiment hâte de voir cette série-là. Je vais laisser mes experts se prononcer, puis je vais y aller par la suite avec mes prédictions. Mais qu'est-ce que vous pensez de cette série-là? Là, peut-être Will pour Ouais. Ouais. Charles était prêt. Ça a coupé, c'est pour ça. Ben, moi, je vais y aller. C'est sûr que je m'attendais à une bonne série. On le sait, les Olympiques ont fait de l'excellent travail au repêchage cet été. Puis c'est une équipe qui va être basée sur le feu. Pour le futur, eux autres vont faire très, très peur. Je pense. Puis moi, en étant fan des Remparts, j'ai peur de jouer contre eux autres dans quelques années. Là. Ça me fait peur, c'est sûr, à 100%. Mais tu penses à l'Armada, ils ont une excellente saison cette année. Puis moi, je pense à l'Armada cette année, je pense à Miguel Tourigny, 100%. Il a été excellent dans la première bulle à Québec. Puis je pense que ça continue tout le reste de la saison. Puis tu ne peux pas passer à ça. Mais si je vais avec ma prédiction tout de suite, là, juste pour le fun, moi je vais avec la surprise. Ça va être en 5 matchs. Les Olympiques de Gatineau vont l'emporter avec le jeune talent. Moi, c'est ça que je me dis. Ça promet. Audacieux. Prédiction audacieuse, hein? Ouais. Je prends le risque. C'est correct. J'ai hâte de voir, sérieux, ça promet. Charles, de côté. L'Armada, sur papier, a vraiment une équipe incroyable. Et là, les Olympiques aussi. Fait que ça va être toute une série, j'en suis convaincu. Les 2 équipes là, ont d'excellentes défensives. Tu regardes l'Armada, Miguel Tourigny, tellement incroyable ce gars-là. J'espère qu'il va avoir une chance de se prouver là, au niveau supérieur un jour. Parce que malgré le fait qu'il ne soit que 5 et 8, 36 points en 32 matchs pour un défenseur. Allô, là, appelez-le dans quelqu'un pour dans quelques années. Là, ça va être. C'est tout un joueur, là, malgré qu'il soit un tout petit gabarit. Pour ce qui est d'habileté offensive, c'est incroyable. Et j'ai envie de dire qu'il est un complément parfait pour Christopher Merivy-Ortiz, qui lui est un défenseur très polyvalent, qui s'est amené là, pendant la période de transaction, qui peut aussi bien faire la passe parfaite sur le power play que faire de la job comme on a vu là, chez Weber sur Leon Draisaitl, faire pogner les nerfs un peu là, aux joueurs des équipes adverses. Je ne suis plus sur la bonne page. Excellent. Et je compare les défensives. Les Olympiques, leur défense, c'est du solide également. Là. Tristan Luneau, premier choix au dernier repêchage de la LHGMQ. Le gars a tout qu'un talent. Déjà, il se comporte comme un vétéran dans le circuit courto à seulement 16 ans. Ce gars-là est à surveiller pour le repêchage dans 2 ans. Là. C'est tôt, là, mais pourrait très bien sortir en première ronde. Et c'est clair que dans les séries, il va être dominant. Et un autre complément qui est parfait, j'ai envie de dire, à Tristan Luneau. À l'Armada, on avait un défenseur polyvalent avec un défenseur offensif. Là, on a un vétéran avec le jeune Carl Avlena, qui est un défenseur tellement un bon leader pour cette équipe-là. Fait que non, c'est ça.
Ça va être très intéressant, la confrontation défensive, mais également à l'attaque. Les deux équipes ont toutes que des attaques. Luke Henman, Mathias Laferrière, Yaroslav Ikachev, ces trois joueurs là, qui ont connu là, des saisons incroyables avec l'Armada de Blainville-Boisbriand. Et du côté de Gatineau, c'est moins impressionnant sur papier, mais on a beaucoup de joueurs qui peuvent contribuer. Le premier qui me vient en tête, c'est Zach Dean, qui a été blessé un peu cette saison, mais qui, comme Zach Bolduc, va tenter d'impressionner les recruteurs de la LNH. Et il est très bien appuyé, j'ai envie de dire, à Gatineau, par des gars comme Métis Rollins, Antonin Véro, Andrew Coxhead, Manix Landry, Mathieu Hubissier. C'est fou. On a beaucoup de profondeur à Gatineau et ça fait en sorte que ça fait la richesse de cette équipe-là. Et rapidement, là, un défenseur que je n'ai pas mentionné tantôt, c'est Isaac Béliveau, qui est un défenseur également qui va souhaiter être repêché au prochain repêchage de la LNH. Ça doit connaître d'excellentes séries. Et sincèrement, cette série-là promet d'être extrêmement serrée. Moi, je cherche une question pour toi. C'était sa page de l'Océanique, pas de l'Océanique, mais des Olympiques présentement. Oui. C'est beaucoup d'astérix, cette fois-là? Il y en a au moins 4. Il y a Tristan Luneau, Antonin Véro, bien évidemment, Samuel Savoie également et Noah Warren. Mais il y en a également quelques-unes d'autres. Je pense à Tristan Allard, qui est une recrue de 18 ans qui arrive de l'Ontario. Fait que lui, c'est quand même une recrue, mettez pas de 16 ans. Alexei Prokopenko, qui est arrivé après les fêtes, qui a marqué déjà 5 buts avec les Olympiques. Lui, c'est pas un joueur qui va être extrêmement dominant dans les séries parce que il vient d'arriver en Amérique du Nord et il est encore très jeune comparé à certains autres Européens, là, comme par exemple Likachev à Blainville ou Abramov à Victo. Quelques autres recrues également qui ont des rôles moins importants. Émile Gadouri, entre autres, Frédéric Dutil et Justin Bergeron. Un autre Justin Bergeron, là, pas le même qui est à Shawinigan. Mais ouais, c'est un bon mélange de jeunes et de vétérans. Puis les Olympiques, je t'ai nommé des recrues, fait que ces recrues-là, ils ont pas mal 16 ans. Mais on a encore des très jeunes joueurs qui vont être là encore longtemps. Là, Manix Landry, Zach Dean, Pierre-Olivier Roy. C'est des joueurs qui ont des très bons potentiels et qui, si les Olympiques gagnent cette année, ils vont prouver qu'ils vont être capables de faire encore meilleur l'an prochain et sans doute l'année suivante aussi. Fait que c'est hot. Un très bon noyau de joueurs pour Gatineau. Excellent travail de Louis Robitaille en passant là-bas. Vraiment, une équipe très, très, très intéressante. Je vais donner mon avis. Là. Sur papier, l'Armada Blainville-Boisbriand est un petit peu mieux nanti. Selon moi. C'est mon avis. Là. Parce qu'on a le meilleur punch à l'attaque. Puis on a une belle profondeur également. Par contre, les Olympiques des Gatineau, là, avec la qualité de jeunes qu'ils ont, qui vendent chèrement leur peau, je vais le dire comme ça, là, ça m'impressionne. Puis c'est une série qui va m'intéresser puis qui va savoir garder mon attention. Puis en passant, ma prédiction, là, c'est les Olympiques de Gatineau. Puis là, vous allez me dire, voyons, c'est l'Armada qui serait supposé gagner. Mais bref, j'ai l'impression que peu importe l'équipe qui perd, là, ça va être un constat d'échec. Mais non. Moi, je pense que oui. Mais non, les Olympiques, c'est pas un constat d'échec pantoute, là. C'est juste, ils vont juste dire, on va être meilleur l'an prochain. Oui. C'est sûr qu'ils vont dire ça. Mais avec la qualité de formation qu'ils ont présentement, là, ils sont clairement capables de battre l'Armada. Ils sont capables, mais leur but, c'est pas autant de se rendre pour les grands honneurs que celui pour l'Armada de Blainville-Boisbriand. L'Armada n'a pas le choix, l'Armada a de la pression. C'est pour ça que je les mets pas en train de gagner. Parce que les Olympiques, ils n'ont rien à perdre dans cette série-là. Ils vont rentrer là et ils vont juste jouer au hockey. C'est des jeunes. Je l'ai dit tantôt, ils vendent chèrement leur peau. Pour moi, cette équipe-là est capable de traverser l'Armada. Puis si on perd, tu as raison, étant donné l'an prochain, on va être encore meilleur. L'année d'après, là, on compense la Coupe de Montréal, la question. On l'a déjà dit. Ouais. Fait que c'est sûr que ça ne sera pas un constat d'échec nécessairement. Mais pour moi, c'est sûr que ça va être une grande déception si tu perds parce que tu as le talent et tu as l'effectif pour le faire. Constat d'échec, c'est dans ma tête, ça sonne comme c'est lourd un peu. T'as raison. On congédie tout le monde et on recommence à une reconstruction parce que constat d'échec dans le junior, ça t'arrive quand tu es à l'année forte de ton de ton cycle de hockey junior. C'est-à-dire que tu as des gros joueurs de 18-19 ans qui plusieurs sont repêchés ou ont déjà des contrats et tu t'en vas perdre en série. Mais c'est pas le cas pour les Olympiques de Gatineau. Ouais. C'est pas mal plus le cas pour l'Armada de Blainville-Boisbriand, malgré que
la qualité de jeunes qu'on a dans cette équipe-là est quand même relativement intéressante. Jonathan Fauchon, Charles Boutin, c'est 2 noms qui me viennent en tête instantanément. On a plusieurs recrues de 16-17 ans, là, Alexis Gendron, Michael Denis également, Charles-Édouard Gravel devant le filet. Et là, je vais le dire pour la première l'Armada, fois si on perd, oui, ça va être un constat d'échec, mais cette équipe-là va quand même revenir très haut dans quelques années. Parce que là, l'air, j'ai envie de dire, Luke Henman, Miguel Tourigny tire à sa fin là, à Blainville et ils se doivent de gagner. Oui, puis ils sont capables de le faire. Oui, et c'est pour ça que ma prédiction, Blainville en 4. Ça va être... selon moi, ils ont l'équipe pour battre les Olympiques. J'y vais avec les favoris encore une fois dans cette série-là. Ça va être une série déchirante, un match, plusieurs matchs là, très. Dans le fond, tous les matchs vont être très serrés. Mais je vois quand même là, l'Armada réussir à s'en sortir face à ces tenaces Olympiques de Gatineau. Charles avec l'Armada en 4, James avec les Olympiques en 5, Will. Il avait dit Gatineau en 5 aussi, je pense. Oh, mais je dis les Olympiques en 5. Okay. Moi, je pense même pas que c'est une. Je pense que ça va être juste une série qui va être le fun à regarder aussi. Ouais, j'adore ça. Tu as raison, Charles, constat d'échec, j'ai été sévère. Ouais. Mais ça va être une grande déception parce que pour moi, tu as l'effectif pour le faire. C'est ça qui est intéressant. Mais bref. Ça promet, je le dis, là, ça promet pour de vrai cette fois-là. Dernière série qu'on a au Québec, puis apparemment au Québec, on prend la ville de Québec, c'est les Remparts qui vont affronter les Voltigeurs de Drummondville. Selon moi, les Remparts sont quand même un petit peu favoris. Cependant, tu regardes les Voltigeurs, puis c'est une bonne équipe de hockey. C'est ça, c'est pas piquer des verres. Hein. C'est si bien dit. Mais William Dufour n'est pas là. William Dufour, je crois qu'il a marqué plus de 20 buts cette saison ou à peu près. Puis il a été repêché dans la Ligue nationale par les Islanders de New York. Donc, tu sais, il manque la série. Là, Xavier Simoneau, un game changer, probablement un des meilleurs dans la Ligue. Ouais. Un des meilleurs, pas là, mais un des. Mais peut-être juste un côté, Luke Woodward, qui sont très, très, très solides. Tu as des bons défenseurs. Et tu as Francisco Lapena devant le filet, qui est, pour moi, très, 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 très fort. Il est très solide devant le filet, Lapena. Mais parlons un petit peu de cette série-là. Ouais, je te laisse te gâter. Parle-nous des Remparts. Bon, ben, comme aussi, les Remparts, c'est quand même une équipe jeune, mais un peu quand même comme un peu des vétérans en plus. On pense à Thomas Caron qui a une saison magique cette année, je pense, si on peut dire. C'est sa meilleure saison en carrière. Là. Mais je pense à des joueurs aussi, comme on le sait, les jeunes joueurs. On va avec Théo Rochette, James Malatesta, Nathan Gaucher a une saison incroyable. Et à la défensive, il ne va pas passer à côté d'Evan Noss, c'est qui joue au repêchage cette année. Début un peu lent, je trouve, mais il est vraiment reparti après les fêtes. On l'a vu. C'est vraiment le défenseur que quand j'ai pu regarder ses highlights dans la USHL la passée, c'est de là que je reconnaissais et ça semblait vraiment à ça. Donc, moi, j'ai bien hâte de voir la série. Ensuite, là, j'essaie de regarder tous les matchs, à part celui-là un heure, parce que je peux pas, il y a de l'école. Mais on n'a pas le choix, tu sais, mais j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va faire. C'est juste le premier match qui est à 13h. Après ça, c'est juste 19h. Bon, au moins ça. Ah, il y en a 2 autres. Il y a les 2 matchs, si nécessaire, à 16h. Donc, ça, je suis correct. Ouais. Puis, il joue pas mal souvent en même temps que le Canadien de Montréal. Là, donc, je vais essayer de suivre ça en parallèle. Mais bref, les Remparts, évidemment, je prends pour les Remparts. En 5 matchs, je pense que ça valait à la limite. C'est bizarre que c'est ça qui est canette de l'Océanique. Non, mais j'ai mis un canette de l'Océanique. C'est celle-là que j'avais. Là. Mais je prends pour les Remparts. Puis bref, je reviens souvent à ça. C'est des troupiers qui font donner carrément pour l'équipe. Je suis redondant avec ça. Mais j'ai l'impression que ça va être ça. Là. Ça va être des séries maintenant très intenses. Il y a beaucoup de duels intéressants. Puis les Vultures de Drummondville, c'est une équipe capable de jouer au hockey. Là. C'est vraiment solide. Là. Je trouve qu'ils jouent bien en équipe. Ils ont des gars capables de faire de la différence. Mais je pense que les Remparts, selon moi, ont une meilleure profondeur. Ça va dépendre de la qualité de jeu des joueurs. C'est que la profondeur des Voltigeurs, c'est beaucoup, beaucoup de recrues. Ben c'est ça. Je sais, c'est des jeunes. Mais, tu sais, je suis d'un côté, c'est un jeune, il a marqué à peu près 20 buts cette année. 30 ans. Ah, ben oui. Mais, tu sais, je sais que c'est un excellent marqueur de but. Puis il va continuer de l'être. Parce qu'évidemment, il y a 16 ans ou 17 ans, là, mais bref. C'est vraiment impressionnant. Mais les Remparts, tu sais, je suis désolé de le dire comme ça, là, mais Hunter Holmes, c'est un vétéran de 20 ans, il a un A sur son chandail qui est horrible. Il est vraiment mauvais, je vais le dire comme ça. Là. Très mauvais saison, j'avoue, c'est ça. Il était sur le premier trio en début de saison avec de l'avantage numérique. Puis il est rendu sur le 3e trio si c'est pas le 4e. Il joue plus sur le powerplay parce qu'il est plus bon.
Puis c'est un vétéran de 20 ans. Puis d'habitude, à 20 ans, quand t'es un 20 ans, c'est supposé avoir des résultats. Puis rien contre Thomas Caron, mais c'est juste surprenant que Hunter Holmes, qu'on a connu une très belle saison, je pense, l'année passée, une belle fin de saison qui remporte après être parti de la OHL. Mais c'est sûr que ça c'est bizarre que Thomas Caron ait plus de points que lui, ça va. Oui, parce que Thomas Caron, c'est le capitaine des remparts. Puis quand tu veux un gars qui va à la guerre, t'as Thomas Caron. Oui, Lui, il ne gênera pas, il va aller freiner dans la face du goaler, il va frapper tout ce qui bouge, il va jeter les gars s'il faut, il va bloquer le lancer en fin de période. C'est un gars qui est capable de mettre la rondelle au fond du filet quand il a la chance, mais pas tout souvent parce que c'est pas un sniper. Là. Mais Thomas Caron a connu une sacrée belle saison avec les remparts de Québec cette année. Il a dépassé les attentes avec le sucre qu'il avait sur son chandail. C'est une mission accomplie dans son cas. Mais Hunter Holmes, c'est un échec. Un constat d'échec. Oui. Là, je peux le dire pour de vrai, parce que c'était horrible. Non, c'est sûr que Caron a été le grinder de l'équipe cette année, c'est sûr à 100%. Puis une chance que Xavier Fillon, qui était supposément ton centre de quatrième trio, t'a donné des performances intéressantes. Là. C'est arrivé une couple de fois cette saison que Patrick Roy ne se gênait pas pour envoyer Xavier Fillon dans des situations intéressantes. Vraiment, Ouais, ça a il n'y avait pas le choix. Il n'y avait pas le choix. Oui. Tu l'as vu aussi durant la saison avec les blessures aussi. Je pense qu'à un moment donné, c'était. Oui. Fillon, je pense que c'était Fillon qui avait monté sa deuxième ligne à un moment donné. Durant la bulle à Québec. Puis là, tu as eu Gaudette qui s'était fait frapper. Donc là, il était obligé d'avoir un plus gros rôle. Donc, je pense que c'est un des joueurs qui a fait un très beau travail à Québec. Puis on parlait de gardien, là, la Pena, avec les voltigeurs. Puis t'as Thomas Sigouin. Puis, tu sais, ouais, t'as beau pas l'aimer, Thomas Sigouin, là, il a gaulé sa tête cette année pour les remparts. Non. Il a gaulé sa tête. Il a été excellent. Je l'avoue, il a été très bon. Des belles arrêts au bon moment. C'est sûr. Mais il est pas orthodoxe, Thomas Sigouin. C'est ça l'affaire. On pense qu'il l'échappe, et il l'a, puis tu sais. Ouais. On dirait qu'il cherche la rondelle après chaque arrêt. C'est ça qui fait peur. Là. Oui, tu regardes ça, t'as peur, c'est sûr à 100%. Ben, il est fait, c'est ça qu'on veut. Oui, ça. Je veux t'entendre cette série-là, mon Charles. Vas-y. Sans doute, là, une des séries les plus serrées avec Gatineau-Blainville. C'est clair. Xavier Simoneau, là, s'il est capable de transporter l'équipe à lui seul sur les épaules, c'est sûr que les voltigeurs vont vraiment mettre les chances de leur côté parce que tu l'entoures de Justin Côté, de Charlie Dafonseca, de Luke Woodworth, de Daniel Agostino également qui a connu une très bonne saison. C'est du solide. Mais que tu l'as mentionné, James, les remparts ont une bien meilleure profondeur et l'attaque peut venir de partout, j'ai envie de dire. Il y a 8 joueurs avec au moins 16 points cette saison, ce qui est quand même impressionnant pour une équipe de, j'ai envie de dire, de milieu de tableau comme les remparts. Fait que l'attaque peut venir de partout. On a 3 trios qui sont capables de scorer, même un quatrième qui, de temps à autre, qui joue physique et de temps à autre qui est capable de contribuer à l'attaque. L'arrivée d'Olivier Pouliot a quand même été intéressante, là, obtenue dans l'échange de Pierrick Dubé. Ce gars-là, malgré qu'il a été blessé, a montré à Patrick Roy qu'il était capable de jouer du bon hockey. Nathan Gaucher, Théo Rochette, Viljami, Marjala, c'est vraiment les 3 figures de proue de cette attaque des remparts de Québec. Et s'ils sont capables de poursuivre sur leur lancée et également de poursuivre leur éclosion, les remparts vont gagner. Mais encore là, comme les Olympiques de Gatineau, la grosse année des remparts, c'est pas nécessairement cette année, mais je les vois quand même remporter cette série en première ronde en 4 matchs contre les Voltigeurs de Drummondville. Mais si je peux pas passer un mot sur les remparts, on a parlé un peu de l'attaque aussi, là, mais je pense qu'un défenseur qui a vraiment prouvé quelque chose d'intéressant cette année, c'est Edouard Cournoyer, je pense. Là. Il a été excellent. Je pense que c'est comme un peu tard encore. La lettre l'a aidé, je pense, on peut dire. Il a été excellent. On continue à frapper fort, mais aussi commencé à être un des très bons défenseurs des remparts. Puis on l'a vu, je pense, à un moment donné, il a commencé sa première paire défensive, puis il a été excellent. Tu parles de frapper fort. Edouard Cournoyer, il adore le jeu physique, il aime ça brasser. En série éliminatoire, souvent, c'est ce genre de game-là. Hein. Ça peut brasser en série. Fait qu'il il va aimer ça, lui, Cournoyer. Oh, il va avoir un gros rôle, c'est sûr. Là. Ah ben oui, puis en plus que le net son chandail, on fond beaucoup d'espoir en ce défenseur-là avec Patrick Roy, donc c'est intéressant. Je veux parler un petit peu de l'offensive des remparts. Depuis les fêtes, puis j'en parle vite, là, mais le duo Malatesta-Gaucher, c'était souvent Montreuil qu'on mettait avec eux, mais peu importe l'allié que tu vas mettre avec eux, ça va fonctionner. Parce que Malatesta et Gaucher ensemble, on fait des flamèches, mais vraiment des belles flamèches, là, je dois le dire. C'est incroyable. T'as Théo Rochette, puis je ne veux pas m'acharner sur Théo, là. Je l'aime beaucoup, là, c'est mon joueur préféré des remparts, je ne le cache pas. Là. Mais il va falloir qu'il soit constant et qu'il mette les efforts soir après soir. Parce que des fois, c'est ce qu'on lui reproche. Puis avec raison, parce que tout le talent du monde pour jouer avec cette équipe-là,
mais des fois, on manque d'efforts un petit peu ou de constance dans les. De constance dans les efforts. On dit comme ça parce que c'est ça. Mais j'imagine qu'il va jouer avec Viliami Mariala, un excellent passeur. Théo Rochette qui est capable de tout faire sur la patinoire, autant faire des passes que mettre la rondelle au fond du filet. Si on peut mettre. Je ne sais pas si Caron est encore blessé, par contre. Je pense que le capitaine Caron était blessé. Sûrement qu'on va mettre Cole Cormier ou Hunter Holmes. Hunter Holmes, parce qu'il ne fait rien. Moi, personnellement, je pense que Cole Cormier, c'est la meilleure option. Il a une très belle fin de saison, je pense, avec les remparts. Puis, oui. Je pense que tu l'as vu aussi l'année passée, il a joué un peu avec tes Rochettes, puis ça a bien fait. Donc, oui. c'est sûr qu'un duo Rochette avec Cole Cormier, c'est très beau. Puis peut-être que Olivier Pouliot, on le sait qui est revenu. Oui, parce que Olivier Pouliot et Théo Rochette, quand ils ont commencé à jouer ensemble, ça a connecté, ça là. Ça a trouvé été bien. Donc, peut-être un premier ou deuxième trio, Rochette, Cormier et Pouliot. Mais c'est sûr que si tu veux y aller à un nombre de bons trios, là, Mariala, Gaucher, Malatesta, ça peut être vraiment intéressant à voir du côté des remparts, c'est sûr à 100%. Ben, Margiela, Rochette, puis Pouliot. Oui, aussi. C'est ça, c'est Gaucher, Malatesta. Gaucher, Malatesta, puis. Et Cormier, ça va être intéressant. Cormier, c'est un sniper, hein? Oui. Comme un autre Cole qu'on a à Montréal. Un vrai sniper. Oui, mais tu sais, Cormier, c'est pour ça que moi, je vois beaucoup Mariala jouer avec Cormier. Oui. Mais Théo, c'est un joueur de centre, puis Théo est capable de jouer avec tout le monde. Mais il faut qu'il soit je sais pas si ça se dit même, le rouleau compresseur de son trio. C'est lui qu'il faut qu'il donne le tempo. La figure de on parle de la profondeur du côté des remparts. On le voit présentement, la profondeur des remparts. On ne peut pas garder des trios, là, tellement qu'il y a des joueurs. Là. On vient de repasser à Gabriel Montreuil. C'est sûrement pas un joueur de 20 ans l'année prochaine, mais je pense qu'il a vraiment prouvé quelque chose d'intéressant à Québec les dernières années. Mais tu sais, Gabriel Montreuil, il a profité aussi du fait d'avoir Malatesta et Gaucher sur son trio. Tu sais, j'enlève rien à Gabriel Montreuil. Il a joué du très bon hockey. Il a produit. Il joue sur une deuxième unité en avantage numérique. Mais s'il ne joue pas avec Gaucher et Montreuil, Gaucher et Malatesta, excusez-moi, c'est sûr qu'il ne connaît pas le même genre de saison. Bref, Patrick Roy a des options. On va y aller comme ça pour conclure l'émission. Ça va être les séries qui vont retenir notre attention. Donc, si je peux répéter là, un petit peu les affrontements. On a Québec, Drummondville, Blainville, Boisbriand, Gatineau, Victoriaville, Rouyn-Noranda, Shawinigan, Rimouski, Chicoutimi, Sherbrooke et finalement le Val-d'Or, Bécomo. Ça fait le tour. Notre idée est faite en prévision des séries de la Ligue de hockey junior majeur du Québec 2021. Charles Robert et Will Suarez-Laplante, merci beaucoup les gars de m'avoir accompagné pour l'émission. Ça fait plaisir, c'était le fun. Un plaisir. Yes, sir. Moi aussi, ça m'a fait plaisir. Puis, soit dit en passant, on va continuer de couvrir les séries de la LGMQ, couvrir ça, là, tenir au courant les gens. Parce que c'est le moment de l'année qu'on aime. C'est pas la Ligue nationale, mais c'est du beau hockey junior. Je pense que les jeunes sont chanceux de pouvoir jouer au hockey parce qu'en Ontario et dans l'Ouest, on ne joue pas au hockey. C'est au Québec que ça se passe, puis on va couvrir ça parce que ça va nous faire plaisir. Donc, voilà, mesdames, messieurs, c'est ce qui complète cette émission spéciale Ligue de hockey junior majeur du Québec en prévision des séries. Je vous souhaite une très bonne fête de soirée, une bonne journée. Bye bye. À la prochaine.